Il y a 40 ans, les gens ont dit « l'immigration posera un jour un problème ». Alors quand je dis l'immigration, que les choses soient claires, ce ne sont pas les immigrés en tant que tels que nous attaquons. Il ne faut pas croire que nous sommes obsédés par les uns ou par les autres. Non, c'est pas du tout ça. C'est l'immigration, la politique d'immigration que nous avons condamnée. Et nous avons, il y a 40 ans, il y a des gens qui ont dit que cette politique d'immigration mènera un jour à des problèmes très graves. Car au-delà de l'immigration, il y aura l'islamisation. Ces gens, c'était les militants de la droite nationale, sociale et populaire, au premier des rangs desquels il y avait Jean-Marie Le Pen. Un grand merci, si vous le permettez, d'abord à Synthèse Nationale et à son directeur, notre ami Élie. Merci aussi, mon cher Jean-Paul. Merci à vous tous d'avoir répondu si nombreux à l'appel de rassemblement lancé par Synthèse Nationale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nos temps sont-ils ceux de la fin du monde? Et la décadence de la civilisation européenne annonce-t-elle la disparition des peuples qui l'ont portée pendant plus de 2 millénaires? L'éruption de l'arme nucléaire, avec non seulement de destruction massive, comme elle le fut à Hiroshima ou à Nagasaki, il y a 70 ans, mais de destruction totale si l'on considère les avancées techniques, non seulement de l'arme elle-même, mais de ses moyens d'emploi. Lors de la guerre froide, les stocks monstrueux des deux principaux acteurs, 12 000 chacun, 12 000 têtes nucléaires, s'équilibrèrent enfin de telle sorte que l'on aboutit à une doctrine de non-emploi. Mais depuis, le monde des puissances modernes n'a cessé de s'étendre. Outre les Russes et les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Pakistan, Israël, la Corée du Nord, la France et le Royaume-Uni, peut-être d'autres inconnus, sont porteurs de la menace. Aujourd'hui, un conflit nucléaire, même limité, est en mesure d'éliminer l'humanité de la surface du globe. Un autre phénomène de dimension tellurique a fait du XXe siècle, qui est pourtant celui des mutations géantes, parmi lesquelles celle de la science et des techniques, c'est l'explosion démographique qui a porté la population mondiale en un siècle de 2 à 7 milliards d'habitants. Une exception pourtant, hélas, et de taille, c'est celle qui a touché ce que j'appelle l'Europe boréale, qui va de Brest à Vladivostok, qui elle, subit en effet une réduction de sa population qui va au-delà de l'inquiétude. Par défaut de naissance, même si ce phénomène est en partie masqué par l'allongement de la vie, qui permet de maintenir des chiffres d'une population vieillissante et socialement de plus en plus à la charge de la communauté. À titre d'exemple, la Russie perd 1 million d'habitants par an. Et la nouvelle politique inaugurée par le président Poutine a évidemment pour but d'enrayer cette perte de substance. Souhaitons qu'elle réussisse, en sachant que dans le domaine démographique, il faut avoir de la patience et attendre le résultat des entreprises que l'on a lancées. À la vérité, les Russes ne sont plus capables
de garder seuls leur espace géopolitique. D'un autre côté, les pays occidentaux de l'Europe ne disposent plus de l'espace géostratégique qu'était le Sahara, et donc les besoins de l'un et de l'autre sont complémentaires. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite qu'au plus tôt, ils en prennent conscience et se rallient à la constitution de ce qui serait un substitut à la sinistre Union européenne, une union des nations de l'Europe boréale, celle justement qui va de Brest à Vladivostok. À titre de comparaison, et en relation avec cette défaillance démographique qui est celle de l'Europe, prenons un exemple, c'est celui de l'Algérie. L'Algérie est passée en 50 ans de 8 à 40 millions d'habitants et a une moyenne d'âge de moins de 20 ans. Je ne parle pas des millions qui sont déjà arrivés chez nous et votent d'ailleurs, on le sait, je crois pour 1,5 million lors des élections algériennes. Les démographes nous prédisent même que le Nigeria aura dans 50 ans 440 millions d'habitants, dont nous avons d'ailleurs, je crois, les avant-gardes déjà dans le bois de Boulogne. Ces phénomènes étaient prévisibles et auraient dû être prévus par les gouvernements occidentaux au pouvoir. Si gouverner, c'est prévoir. Ceux-ci, dont le récit au premier rang, ont trahi, bien évidemment, la mission qui était la leur, qu'ils soient de droite ou de gauche. Laisser ou faire entrer plusieurs centaines de milliers d'immigrés par an dans un pays qui comptait déjà des millions de chômeurs, c'était évidemment accepter sciemment de les assister, de leur fournir le logement, l'assistance sociale et médicale, les écoles et même les prisons. Et on peut dire qu'aujourd'hui, 80% de la dette de 2100 milliards, qui est celle de la France, a largement été motivée par l'entretien de cette politique d'immigration criminelle. D'aucuns avaient espéré que l'Europe prendrait la place des nations européennes pour assumer ses devoirs sacrés de défense du territoire et des peuples. Hélas, l'Europe, l'Union européenne a échoué totalement. Et les nations européennes en ont été affaiblies d'autant, se laissant entraîner dans un mondialisme qui allait ruiner ses capacités économiques et sociales. Elles se montraient incapables d'assurer ce qui est pourtant sa justification, à savoir le devoir sacré de défense du territoire et des frontières. À ce stade, permettez aux députés qui vous parlent, eurosceptiques, on le sait, de rappeler qu'en 1957, oui, en 1957, j'ai voté au Parlement français contre le traité de Rome, contre eux qui instituaient, vous le savez, le marché commun. Et je l'ai fait parce que, à l'inverse de beaucoup de gens, j'avais lu
les propos de Monet. Nous nous trouvons ici dans l'espace Monet. C'est un comble que j'avais lu. J'avais lu le livre de Monet et de Koudenov-Kalergi qui annonçait très clairement que pour eux ce traité de Rome n'était que la première marche d'un escalier qui allait conduire tout naturellement à l'Europe fédérale, aux États-Unis d'Europe qui, dans leur esprit, disait-il, devaient contrebalancer, équilibrer et aider les États-Unis d'Amérique. C'est évidemment quelque chose de différent qui s'est produit. Et un livre récemment publié sous la plume de 2 experts anglais en fait la démonstration sous un titre révélateur qui s'appelle « La grande dissimulation ». Dans ce domaine, comme dans tant d'autres, on a menti et on continue de mentir aux Français avec la complicité, on peut dire, de l'ensemble de la classe politique. Comment, en effet, ne pas voir que, en laissant entrer 300 000 immigrés par an dans un pays qui connaissait le chômage, on allait bien évidemment alourdir de façon écrasante la charge budgétaire, à la fois politique et sociale. Enfin, tel fut notre passé. Et comme l'a dit Brasillac, le passé fut si beau en somme qu'il ne faut blâmer le destin. Et c'est l'avenir qui nous préoccupe parce que nous sommes très près du trop tard. C'est vrai que c'était le premier texte de l'affiche, le texte de la première affiche du Front National en 1972, c'était avec nous avant qu'il ne soit trop tard. C'est donc que nous avions déjà le sentiment de l'urgence des problèmes et de la nécessité qu'il y avait à les résoudre. Cela n'a pas été fait. Et l'on a accumulé les charges, accumulé dans notre territoire des populations. Combien sont-ils? J'ai vu l'autre jour un sondage éminemment suspect. Il faut savoir que la plupart d'entre eux sont des méthodes de manipulation de l'opinion et dont il semblait ressortir qu'il y avait en France 3 à 4 millions de musulmans. À 1 million près, le sondage s'en était pas tout à fait rendu compte, mais il s'agit là bien évidemment d'un énorme mensonge. Et sans aller jusqu'à l'évaluation d'Azouz Begag, ministre socialiste, qui évalue, lui, entre 10 et 15 millions le nombre des musulmans en France, on peut penser que ce se situe tout de même autour de 10 millions. Bien sûr, il y a une partie des immigrés entrés dans notre pays qui sont d'origine européenne. Je les évalue à 1/4 à peu près. Et ceux-ci se sont généralement d'ailleurs parfaitement intégrés à la communauté nationale, qu'ils soient italiens, espagnols, portugais, polonais, balkaniques ou autres. Ça a été aussi le cas d'un certain nombre d'ailleurs de gens venus de dehors de l'Europe et qui ont réussi très difficilement à s'intégrer à la France parce qu'ils l'aimaient, qu'ils étaient prêts à la servir. Mais la grande masse des migrants, elle, ou des immigrés, parce que le terme de migrant me paraît lui-même un petit peu suspect dans le vocabulaire adoucissant, et n'ont pas réussi à le faire ou n'ont pas souhaité le faire, qui sont maintenant concentrés dans des zones que l'on qualifie de non-droit, pour avouer que, ma foi, on n'y exerce plus aucune autorité, ni la police, ni la gendarmerie, ni même les services sociaux, qui sont traités de façon hostile par des gens qui ne cachent pas, qui n'ont pas l'intention de se considérer comme des Français, voire même de considérer la France
comme une entité ennemie. Alors, dans cette situation, dont je rappelle tout de même qu'elle obère la situation française d'une manière écrasante, qu'elle engage d'une façon indiscutable la responsabilité de tous les hommes politiques qui se sont succédés et qui ont vu s'aggraver au cours et qui continuent de le voir, puisque cette politique n'a pas changé d'un iota. Qu'attendons-nous donc maintenant? Évidemment, mesdames et messieurs, le désastre. Il y a un proverbe breton que je cite quelquefois qui dit « La nuit, quand tu es sous un arbre et qu'il en tombe des pommes, il doit s'agir probablement d'un pommier. » Eh bien, il en est de même pour la politique. C'est à ses fruits que l'on juge une politique. Or, l'aggravation de la situation migratoire est, dans notre pays, tellement visible depuis des décennies que ou bien ce sont des aveugles, et il faut les envoyer à l'hôpital, ou bien ce sont des traîtres qu'il faudra un jour traîner devant les tribunaux pour leur demander des comptes. Certains des candidats de ces primaires, novations qui se substituent à la Constitution pour la désignation des candidats à la présidence de la République, nous infligent tous les jours des discours politiques qu'ils seraient incapables de susciter s'ils avaient simplement à leur disposition leur activité politique d'élus, de députés ou même de candidats. Et aucun d'eux ne propose ce qui est indispensable. À partir du moment où l'on a retenu que le principal problème français, le plus important, pas le seul, il en est d'autres réformes seraient sans doute à mettre en œuvre, mais le principal, parce qu'il est mortel, c'est l'immigration massive. C'est elle qu'il faut maintenant bloquer, non, avant même d'organiser ce que certains appellent la remigration, c'est-à-dire le retour dans leur pays de la plupart de ceux qui y sont entrés et qui n'y ont pas trouvé le moyen de s'implanter ni de s'assimiler. C'est cela où ce sera la disparition de notre peuple. C'est le problème capital, et les mesurettes qui sont proposées, même quelquefois quand certains des candidats s'engagent sur notre terrain, comme ils l'ont fait en d'autres temps, n'est-ce pas? Eh bien, et apparaissant ainsi comme des patriotes ardents. Aucune de ces mesures n'est capable d'enrayer le désastre. Il faut mettre fin au droit du sol, mettre fin à regroupement familial, il faut mettre fin à la double nationalité, il faut dire que la France ne peut plus. Je prends une image, si j'étais au pouvoir demain, ce qu'hélas n'est probablement pas le cas, je dirais au peuple qui entoure le nôtre, nous avons la conscience de votre misère qui va aller grandissant puisque votre nombre ne va pas cesser d'augmenter tandis que vos ressources, elles, resteront peut-être stables. Nous vous disons que ne venez pas chez nous, nous n'avons rien à vous offrir. Si vous venez chez nous, vous n'aurez pas droit au logement, vous n'aurez pas droit à l'école pour vos enfants, vous n'aurez pas droit aux aides sociales, vous n'aurez pas droit aux aides médicales, sauf si vous êtes sur le bord de la route, à l'agonie bien sûr. Voilà, nous renfermons nos frontières.
nous établissons le barrage, considérant déjà que la charge que nous subissons explique le déficit de plus de 2000 milliards de dettes qui nous coûtent 45 milliards par an maintenant, avec des taux extrêmement bas, mais qui demain pourraient nous coûter 90 ou 150 milliards par an d'intérêts si ceux-ci sur les marchés se modifiaient. Nous voyons bien que les naissances dans nos pays sont majoritairement sous prénom musulman. Monsieur le maire de Béziers annonçait l'autre jour que dans une de ses écoles, 92% des élèves étaient musulmans. Et les amis que nous avons dans le Vaucluse, qui nous signalent d'ailleurs l'arrivée de 2000 immigrants sud-américains, colombiens et équatoriens, recrutés sans doute à moins cher pour travailler dans les vignobles, car c'est le phénomène de la mondialisation, c'est l'abaissement au plus bas niveau de la rémunération des travailleurs. Et si l'on trouve des travailleurs moins chers, on va les chercher, et en revanche, on fait confiance à l'État en question pour les absorber, les entretenir, les loger, les soigner. Bref, c'est une folie que nous dénonçons depuis 40 ans. Vox clamantis in deserto. Mais maintenant, un certain nombre de nos compatriotes, quand même, si j'ose dire, le nez dessus, s'aperçoivent que nos discours n'étaient pas ceux de l'extrémisme ni du fascisme, mais ceux d'une réalité lucide. Oui, nous avons vu clair, nous avons eu la lucidité et le courage de le dire. Et pour cela, nous avons passé pendant des décennies presque pour des monstres politiques. Une espèce de consensus général s'est dégagé pour nous tenir à l'écart de toute alliance, de tout succès politique, de toute représentation. Et c'est quelquefois par des tours de force et des chances exceptionnelles que nous avons réussi à envoyer une députée à l'Assemblée nationale et deux sénateurs au Sénat, malgré les millions de voix qui étaient obtenues. Alors, votre initiative doit être saluée parce que vous sonnez en quelque sorte la trompette des rassemblements de combat. La France ne sera pas apaisée, Marine Le Pen. Elle a besoin de se dresser. Elle a besoin de se réveiller. Et elle ne pourra être apaisée qu'après la victoire. Et cette victoire, il faut la construire pour la conquérir et pour l'imposer. C'est ce que vous vous efforcez de faire et c'est ce qui a fait que, en vous remerciant de m'avoir invité d'honneur, j'ai accepté de venir avec vous. Tous les efforts qui seront faits pour se rassembler et sur l'unité d'action est une gageure. C'est un effort difficile, fatigant, et c'est celui pourtant que nous devons engager. Nous devons oublier nos divergences et même nos différences. Nous devons ne penser qu'à l'essentiel. Nous avons le droit, bien sûr, d'avoir des opinions différentes sur un certain nombre de sujets, mais nous devons les mettre de côté, y compris nos propres sentiments, même quand ils ont été blessés. Une seule chose doit s'imposer, c'est la victoire populaire aux élections présidentielles, la démonstration que la France ne veut pas mourir, qu'elle est prête à se battre. Et si le mouvement Jeanne au secours a préconisé l'attribution de labels pour les élections législatives, c'est qu'elle a l'intention de les donner à ceux des candidats
qui la demanderont bien sûr, et qui apparaîtront comme les plus représentatifs de la volonté de combat et de survie. Mais laissez-moi vous dire cela, à la fin d'un parcours politique qui a maintenant plus de 60 ans, jamais la France ne s'est trouvée en face d'un tel péril. Jamais les conditions objectives du désastre ne s'annoncent comme elles s'annoncent aujourd'hui par cette explosion démographique du monde et notre incapacité jusqu'ici à nous défendre. On ne se battra pour la victoire que si on a la perception du danger. Alors votre devoir à tous, c'est de participer à la bataille, à quelque endroit que vous vous trouviez. Si vous pouvez être candidat, si vous pouvez être militant de toutes les batailles nationales, comme vous y engagez tout à l'heure notre ami Karl Lang et ses orateurs précédents, et Philippe de Winter et d'autres, et nos amis très chers, alors faites-le. Demain, il serait trop tard. Dites-vous bien que le ciel n'aide que ceux qui décident de s'aider eux-mêmes. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais, comme le disait Jeanne, les gendarmes combattront et Dieu donnera la victoire. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les grenades sanglantes élevées, les grenades sanglantes élevées. Entendez-vous